Merci Françoise, merci Guylaine, bonsoir à tous. Un document de complément d'enquête ce soir. Enquête sur une institution française, le Club Med, de l'utopie des débuts, lorsqu'on dormait sous la tente, jusqu'à la reconversion aujourd'hui vers le grand luxe, en passant par la saga des Trigano, cette famille qui a longtemps tenu les rênes avant de se faire éjecter par les financiers. Vacances, la révolution Club Med, c'est un document de complément. On ne travaillait pas pour le fric au club, on n'en avait rien à foutre. On était nourris, logés, blanchis, on faisait ce qu'on voulait avec le peu de pognon qu'on touchait, mais pour nous c'était une manne céleste, il y avait tout. T'avais même pas besoin de sortir les nanas, elles arrivaient comme par wagon. Quand t'étais à Paris ou ailleurs, il fallait draguer, les sortir au restaurant. Tandis que là, mon pote, il ne savait plus quoi faire, il fallait les repousser. Et tu crois qu'il ne faut pas rester dans une boîte pareille? Mais jamais je l'ai quitté. On va donc vous raconter l'histoire de ces géos du Club Med qui ont passé toute leur vie en vacances et qui visiblement en gardent des bons souvenirs. C'était l'époque, il y a du soleil et des nanas. On vous raconte aussi l'histoire d'une famille, les Trigano, famille qui après-guerre va inventer une nouvelle forme de vacances où les classes sociales devaient disparaître ou en tout cas se mélanger. Puis le Club Med, c'est aussi une histoire industrielle, un groupe qui a connu des hauts et des bas et qui aujourd'hui se ressente vers le luxe et qui se développe jusqu'en Chine. On va regarder le document et puis on se retrouvera après avec vous, Philippe Gohagen. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le créateur du guide du routard, on pourrait presque dire monsieur anti-Club Med. On va en parler tout à l'heure. Mais donc d'abord ce document, Vacances, la révolution Club Med. C'est un reportage signé Julien Daguerre, Geoffroy Duval et Fabienne Clavier-Coffinger pour Press & Co. Il nous a donné rendez-vous à Toulon, sur les bords de la Méditerranée, sa Méditerranée. Jean-Pierre Battard appartient à une tribu, à un club, auquel il a consacré toute sa carrière. Tout a commencé il y a plus de 60 ans, quelque part sur ses rivages. L'histoire du club Méditerranée, elle est ici, sur les murs de son salon. Voici toute la vie de Jean-Pierre. Ça, c'est mon arrivée à Tahiti. Couvert de fleurs. Là, je saute du sous-marin, le requin, son dernier voyage. J'avais réussi à le faire venir devant le village. Ça, c'est moi qui joue du violon à Corfou. Ça, c'est à l'île de Kefalonia. Votre décoration est entièrement Club Med. Ah, ça, t'es dans la maison du Club Med. Même quand on l'a quitté au bout de 15 ans, on est toujours au Club Med. L'histoire d'amour entre Jean-Pierre et le club démarre à l'été 63. Cette année-là, en Grèce, le village de Corfou recherche un moniteur de plongée sous-marine. C'est justement la formation du jeune homme. Jean-Pierre est engagé pour un mois dans l'équipe Géo, celle des gentils organisateurs. Bonjour. À l'arrivée au club, déjà, c'était incroyable. Tu débarquais, tu avais la chef de village, les équipes de Géo avec des Tahitiens. T'avais des gens avec des colliers de fleurs, tu tombes dans un truc, tu te dis, mais attends, où je suis là, c'est quoi? Tout le monde se tutoie, salut, comment ça va? Les gonzesses, elles arrivent, elles t'embrassent, et tu dis, mais attends, c'est pas possible, quoi, hein? Dans un milieu pareil, t'es conquis tout de suite, quoi, c'est formidable. Parti pour une saison, Jean-Pierre restera finalement près de 40 ans au Club Med. Mon prénom est Jean-Pierre, et vous l'avez marqué, je suis le plus beau chef de village du Club Méditerranée. Merci. Le Maroc, la Polynésie, les Maldives. Une vie de géo aux quatre coins de la planète, à voyager, découvrir, mais surtout profiter. Écoute-moi, il faut quand même que tu saches une chose, Julien. Je te tutoie maintenant, hein, on est au club ici, hein. On ne travaillait pas pour le fric au club, on n'en avait rien à foutre. On était nourris, logés, blanchis, on faisait ce qu'on voulait avec le peu de pognon qu'on touchait, mais pour nous c'était une manne céleste, il y avait tout. T'avais même pas besoin de sortir les nanas, elles arrivaient comme par wagon. Quand t'étais à Paris ou ailleurs, il fallait draguer, les sortir au restaurant. Tandis que là, mon pote, il ne savait plus quoi faire, il fallait les repousser.
Et tu crois qu'il ne faut pas rester dans une boîte pareille? Jamais je l'ai quitté. Avec élan, mais on est à droit pour une fois. Madame, avec élan ou sans élan? Avec élan. Alors voilà. Hop. Oh. J'ai passé 38 ans de bonheur. Et j'ai dit à mes géos, quand j'ai fait ma dernière conférence en leur disant je quitte le club, c'est fini, les enfants, en pleurant pratiquement, je leur ai dit, s'il y avait une vie à recommencer, je referais exactement la même chose. En enchaînant les fêtes délirantes dans des sites paradisiaques, Jean-Pierre et ses amis du club ont fait la révolution, celle des vacances en communauté, avec ses rites et ses fameux signes démentiels, aujourd'hui connus de tous. C'était une grande colonie de vacances pour adultes. Ah, c'est le soleil, la vie, la piscine, la folie, c'est tout ça. Le Club Med, je dirais que c'est la version Apple des années 50, c'est-à-dire qu'on est Mac ou PC, on est club ou pas club. Tous les gens qui ont fait le club, c'est comme avoir fait la Légion, on se reconnaît, on est des francs-maçons de la fête. Voilà. La fête, mais pas seulement. Le Club Med, c'est aussi l'avènement du tourisme de masse, la découverte d'une nouvelle formule pour des millions de Français. Des vacances tout compris, sportives, et dans des pays jusque-là inexplorés. Un tiers de matérialisme, un tiers de rêve et un tiers d'humour pour ne pas prendre au sérieux les deux premiers tiers. Avec un concept qui était très fort à la base, puisque l'idée c'était de supprimer le rapport à l'argent. Le club n'était pas en phase avec son époque, le club était en avance sur son époque. Il aura suffi d'un film pour que le Club Med entre définitivement dans la vie des Français. Pratiquement tout ce qui est dans le film a été observé. Si c'est pas mot à mot, c'est dans l'esprit. Mais cette aventure ne se résume pas à une bande de joyeux potaches. Le Club Med, c'est d'abord l'histoire d'une incroyable saga, celle d'une famille et de son patriarche Gilbert Trigano, un patron visionnaire qui emmènera cette petite entreprise au sommet du CAC 40. Le club est indestructible. Le club, une épopée industrielle tumultueuse, avec ses échecs, ses drames, ses trahisons. Voici les petits et grands secrets de l'un des plus célèbres créateurs de vacances au monde. Ouvrir l'album du Club Med version 2015, c'est découvrir un monde fait de luxe et de raffinement. Dans les brochures promotionnelles, voici ce que l'on nous vend. Des villages paradisiaques aux quatre coins du monde, un séjour aux prestations très haut de gamme. Un rêve sur lequel le service presse du Club Med devrait en toute logique accepter de communiquer. C'est pas une question qu'on veut pas par rapport à l'émission, par rapport à quoi que ce soit, c'est juste que ce n'est pas possible. Il y a des moments dans une entreprise où il y a des choses qui sont faisables, il y en a d'autres où c'est pas, et là ça l'est pas. C'est pas envisageable vraiment, enfin ça me semble pas possible du tout. Pas d'autorisation du service de communication. Nous avons alors décidé de découvrir le club par nos propres moyens. En touriste, muni d'une caméra discrète, direction Marrakech pour quelques jours de vacances dans un des villages les plus cotés du catalogue. Sur place, première surprise. Pas de signe démentiel ni de géo surexcité pour nous souhaiter la bienvenue. Accueil tout en douceur, presque impersonnel. Le luxe promis dans les brochures est au rendez-vous. Le site est très agréable, même si tout le monde ne peut pas se l'offrir. Pour une semaine tout compris, voyage inclus, comptez minimum 1 000 € par personne. Buffet à volonté, cours de gym gratuit, prévoir un supplément pour le spa, l'équitation ou le golf. Un peu à l'écart, il y a encore mieux, le riad. Dans l'enceinte du village, un espace VIP dans lequel nous ne pouvons pas entrer. Enfin si, une fois par semaine, lors d'une visite organisée par les équipes du club. Bonjour monsieur. Quelques minutes à peine pour nous faire saliver et découvrir la première classe du Club Med. Il y a 60 suites avec terrasse et 30 avec jardin. Et comme des services ici, chaque jour à partir du 18h, le chambre c'est gratuit. Il y a Wi-Fi partout, Wi-Fi.
Wi-Fi, champagne, un luxe supplémentaire facturé tout de même 2 fois plus cher. Les riches d'un côté, les très riches de l'autre, une façon de recréer des barrières sociales, loin, très loin de l'esprit club des débuts. Monsieur qu'on nomme grand, je vous fais une lettre. La mémoire vivante de l'esprit du club vit à 30 km d'Avignon, dans ce mât provençal. J'ai reçu ce matin. Le gardien du temple nous accueille sur l'air du déserteur de Boris Vian. Avant mercredi soir, messieurs qu'on nomme grand. Avec sa guitare, Jean Balandian a fait partie de l'aventure dès le début. Nous sommes en 1952, Jean est horloger à Paris et vient passer quelques jours de vacances sur les côtes italiennes de Barati, dans l'un des tout premiers villages du club. Confort spartiate, sanitaire en plein air et douche en commun. Quant à l'hébergement, c'est toile de tente et lit de camp. Mais ce qui plaît le plus à Jean, c'est le mode de vie communautaire. Des repas qu'on partage à 8 sur de grandes tables en bois, une façon de prolonger les discussions entamées entre vacanciers pendant les 30 heures de voyage en train. Tutoiement obligatoire, argent proscrit dans le village, une organisation façon kibbutz où chefs d'entreprise et ouvriers se retrouvent logés à la même enseigne. Un idéal égalitaire très en vogue dans les années 50 et qui correspond totalement aux valeurs du jeune homme. Mon goût pour le club, il a été immédiat. Il y avait des gens de classes différentes. Parce que pour moi, le problème de classe existait. J'étais un peu communiste dans l'âme, j'étais un ancien des jeunesses communistes. J'ai vu des sacs ados qui descendaient, etc. J'ai vu des belles valises descendre. Il y a des gens qui voulaient faire l'essai du club. Et tout ça, la seule différence visuelle, vous voulez, la différence de milieu ou d'origine, elle était là, dans ces sacs qui descendaient. Ce séjour au club est une révélation. À 25 ans, Jean plaque son boulot et se fait embaucher comme géo. Il le restera 15 ans. Il va travailler dans ces villages d'un nouveau genre, un concept inédit, fruit de la rencontre d'un homme, un certain Gérard Blitz, avec une famille, les Trigano. D'un côté, des commerçants originaires d'Algérie, spécialisés dans la fabrication de stores, et qui se reconvertissent grâce à un coup de pouce de l'histoire. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois. En 1936, c'est le Front populaire. Les Trigano vont surfer sur la révolution des congés payés et se lancent dans le business du camping. Autour de Raymond, le patriarche, il y a le fils aîné Gilbert et son plus jeune frère André, 90 ans aujourd'hui. Voilà. La première triganette que la famille Trigano a fait, c'est celle-là. Et celle-là qu'on a fait pour la dame qui est venue demander une tente pour se tenir debout. Elle était le début de grandes séries. Tout jeune homme à l'époque, André assiste alors à la naissance de cette toute nouvelle activité économique. De 36 à 39, comme le camping commence à partir et qu'il y a des demandes, mon père transforme avec mon frère aîné, l'entreprise familiale de store devient une petite entreprise de camping et il vend des tentes de camping, il fabrique des tentes de camping, jusqu'au moment où le camping devient une autre sorte de camping, c'est la guerre, et là c'est la débâcle. La Deuxième Guerre mondiale, une période terrible pour les Trigano. De sensibilité communiste, juifs, ils seront inlassablement pourchassés par la France de Vichy. On a une vie très très dure parce que chaque fois qu'on était dénoncé, on a été dénoncé 17 fois, il fallait fuir. Ça a été une vie d'exode permanent. On a eu faim, on a eu peur, on a eu froid, on avait vraiment tout ce qu'il fallait, on n'avait rien à manger et pas d'argent. Réfugiés dans le sud de la France, les deux frères Gilbert et André s'engagent dans la résistance. À la Libération, la famille est ruinée, mais les Trigano croient toujours dur comme fer à l'essor du tourisme. Ils récupèrent alors des surplus de l'armée américaine pour en faire des tentes et relancent l'entreprise familiale de camping créée 10 ans plus tôt. En 1945, la guerre n'était pas encore terminée, c'était au mois de janvier. Parler de tourisme et de vacances quand on est en pleine guerre où il n'y a pas de quoi manger, ça paraît complètement farfelu.
À la même époque, un homme réfléchit de son côté à un projet similaire. Envoyer les Français en vacances. D'origine belge, passionné de sport aquatique, Gérard Blitz a lui aussi été un résistant de la première heure. À la Libération, l'homme va vivre une expérience bouleversante. À la fin de la guerre, Gérard Blitz va travailler en Suisse où il y a les premiers camps de réinsertion des hommes et des femmes qui sortent des camps de concentration. Les autorités avaient dit qu'il fallait des sas pour réhabituer les gens à une vie normale où on réapprenait à manger, réapprenait à vivre à des hommes et des femmes qui avaient vécu dans un dénouement épouvantable pendant de longues années. Gérard Blitz rêve alors d'offrir au plus grand nombre de nouveaux espaces d'évasion. Son idée, proposer des séjours loisirs tout compris, sans aucune barrière sociale. C'est à ce moment-là qu'il rencontre pour la première fois la famille Trigano. Gérard Blitz arrive un bon matin au magasin chez nous, on voit mon père, on voit Gilbert, me voit, et il dit « Je veux louer des tentes, on va partir à 1000 personnes, il me faut 250 tentes et 1000 lits ». On lui met 250 tentes des surplus américains qui sentaient mauvais comme c'est pas possible, ça sentait le goudron, tout ce qu'on voulait. Et puis bien entendu, les lits, c'est des lits picots, les lits dormés. Les Trigano fourniront les tentes. Gérard Blitz peut lancer son concept. En 1950, il dépose le nom Club Méditerranée et installe son siège place de la Bourse, à Paris. Ne reste plus désormais qu'à attirer les premiers clients. La première stratégie marketing du club, c'était des affiches. Bon, et donc, il faisait des petites affiches, il les placardait dans le métro, sans autorisation de personne. Et au bout de quelques jours, il mettait séjour à Alcudia, puisque le premier village du club sera Alcudia au Baléares. Et Gérard, très malin, quelques jours après, mettait un bandeau complet. Bon, et il n'y a rien qui attire plus le client que de savoir qu'un truc est complet. Bon, voilà. Donc, les gens se rendent rue Buffon, où il y a les premiers bureaux, et disent « C'est quoi votre truc ?» 1000 vacanciers d'un coup la première saison, le double l'année suivante. Et à l'été 53, ils seront 4000 lorsque Gérard Blitz inaugure le premier village de Cazes, à Corfou. Le club est né, avec ses gentils membres, les clients, et ses gentils organisateurs. Le concept du club a plu tout de suite à des milliers de gens. Est-ce que tu te rends compte qu'à une époque, il y avait tellement peu de villages qu'à la Bourse, tu avais des queues de 500 mètres pour aller t'inscrire, pour partir dans un village? C'était complètement fou. C'était fou. Le succès du club est alors incontestable. Mais bizarrement, la réussite économique, elle, est loin d'être au rendez-vous. Après 3 ans d'activité, le Club Med est dans le rouge. Gérard Blitz, l'idéaliste, est bien meilleur vendeur de rêves que gestionnaire. Très vite, il a du mal à payer ses factures, et notamment celle de son principal fournisseur, la famille Trigano. Raymond le patriarche demande alors à son fils aîné Gilbert d'aller jeter un œil dans les comptes de l'entreprise. Il revient et dit c'est une catastrophe, il y a beaucoup de dettes, il doit de l'argent à tout le monde, dont nous, mais l'affaire est formidable. Et là, c'est le coup de dé. Je me rappelle que mon père a dit qu'il fallait remettre de l'argent. Non seulement on n'était pas payé, il fallait remettre un peu d'argent pour refaire démarrer l'affaire, d'argent familial, d'argent de nous tous. Et mon père dit, ben écoute, tu y crois? Il dit à Gilbert. Gilbert dit, oui, j'en suis persuadé. Eh ben alors allons-y, prenons le risque. Les Trigano laissent une seconde chance à Gérard Blitz, mais en échange, Gilbert devient trésorier du club et le pouvoir se partage désormais à 50-50. Objectif, stopper l'hémorragie financière. Première décision, augmenter le tarif des séjours. J'ai vécu le soir où on a fait les tarifs, la première année où Gilbert et la famille étaient au club, les tarifs du club. Ils avaient un certain prix. Gilbert dit, pour arriver à équilibrer, il faut l'augmenter de 30%. Et Blitz nous dit, mais si vous augmentez de 30 ou 40%, il n'y aura plus un client. Le club est mort. Et on fait un tarif avec un prix très élevé, enfin par rapport au prix de Blitz. Et on arrive le lendemain matin à la Bourse, on voit une foule extraordinaire devant le truc, et Blitz nous dit, vous voyez, ça s'est pas fait attendre, ils viennent tous protester, mais les prix sont trop chers. Pas du tout, ils venaient tous s'inscrire. En remettant le club sur les rails, les petits fournisseurs de tentes prennent du poids dans l'entreprise. La famille Trigano s'impose naturellement, Gilbert en tête.
Il a une puissance de travail absolument phénoménale. Autant Gérard Blitz est un homme solaire, méditatif, contemplatif. Autant Gilbert ne veut pas rester 5 minutes en place, il fume cigarette sur cigarette, boit tasse de café sur tasse de café. Il est comptable, il va voir à l'économat, il regarde si les gens sont satisfaits, il regarde les comptes pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Il est partout, il arrive le premier, il part le dernier, il est dessus, il est dessous. C'est une sorte de Speedy Gonzales en permanence. Et petit à petit, c'est lui qui s'approprie la structure, c'est lui qui... on va dire, met la main sur un peu tous les leviers du club. Pour quelle raison pensez-vous que les gens s'adressent à un club tel que le vôtre? Parce que peut-être nous essayons de résoudre pour eux les 1000 problèmes qui se posent à eux devant leurs vacances. Nous essayons de faire de Mais pour développer une entreprise à la gestion encore hasardeuse, l'ancien communiste résistant décide de faire appel au grand capitalisme. Gilbert Trigano approche alors un jeune milliardaire français, Edmond Rothschild. Edmond était un capitaliste atypique et il était prêt à prendre des risques. Il rentre dans le village de Césarée, personne ne sait qui c'est Edmond Rothschild, alors que partout ailleurs, il doit être accueilli avec des ronds de gens. Bon, le mec lui dit viens Edmond, prends un verre, c'est un truc. Donc, il dit c'est quoi cette bande de fous quoi. Voilà, c'est moi Edmond, milliardaire, truc machin, je suis accueilli par un mec qui me dit bonjour Edmond, comment tu vas, tu veux boire un coup et tout. Donc, il tombe amoureux du concept. Le mari de Nadine de Rothschild vient d'hériter de la fortune familiale. Il pose 10 millions de francs sur la table et devient l'actionnaire principal du club. Pour l'entreprise, une manne inespérée. Pour le riche investisseur, une bouffée d'air frais. Merci de ces moments fabuleux que l'on passe ici. Merci cet honneur, merci de tout, merci d'être là. Et Rothschild s'amusait comme un petit fou au club, un petit fou. Chaque fois que Rothschild restait très tard, Trigano me disait tu t'occupes de lui, parce qu'il savait que je le ramenais à sa case et que son fondé de pouvoir qui était derrière, allez-y, il en avait marre, il disait Jean-Pierre, je rentre, oui, je m'en occupe. Alors il avait mis sa main autour de mon épaule, comme ça on était au champagne. Il dit tu te rends compte Jean-Pierre? Je suis jamais seul, j'ai toujours un mec derrière moi. Putain, ici je m'éclate. Est-ce que tu te rends compte que je gagne plus de 100 millions par jour et je me fais chier comme ça, moi petit Géo, tu vois? Je dis écoute, tu sais Edmond ce que tu vas faire? Il me dit non, tu vas sauter 2-3 jours pour moi, comme ça je vais m'emmerder encore moins. Alors il me dit Jean-Pierre, c'est pas une question d'argent tout ça. Je dis oui, t'as raison. L'argent est invisible dans un village. Il est remplacé par des boules multicolores réunies en colliers. D'un emploi plus facile que la monnaie que l'on perd dans le sable et des billets à la merci d'un coup de vent. Pas d'argent dans les villages, mais de plus en plus du club. Car sans canaille, il met aussi de joyeuses improvisations. On améliore le confort. Toile de tenter les cases, peu à peu la en l'entreprise met en avant les valeurs du club, l'exercice physique avec sport jusqu'alors extrême, les fameux buffets à volonté, et même une valeur très à la fin des années 60. Le club est partisan de la libération de la femme. La vaisselle, le linge. Elle doit pouvoir disposer de son temps, selon sa fantaisie, pour s'occuper de sa beauté dont maintes opérations sont le prix. La stratégie marketing fonctionne. Au début des années 70, l'entreprise compte 60 villages, à la mer, à la montagne. Chaque année, les Trigano accueillent 300 000 GM. Et l'accueil au Club Med, c'est toute une philosophie. C'est la clé de voûte du succès de l'entreprise, le fameux esprit club. Un esprit incarné par une bande de jeunes fêtards qui deviendront au fil du temps l'objet d'un véritable mythe. Hello, welcome to Ixtapa, welcome to Club Med Paradise. My name is O'Shea, I am the chef du village, your chief of the village. And all of these beautiful people standing behind me are your GO team. Sportifs, charismatiques et dotés d'une vraie gouaille, ce sont les GO, les gentils organisateurs. Deux lettres rentrées désormais dans le langage commun.
Une bande de joyeux lurons, recrutés à l'époque sur des critères très précis. Le recrutement était fait à base de sergents recruteurs qui sortaient le soir. On rentrait dans un bar, on voyait un barman sympa, etc. On lui disait, mais pourquoi tu viens pas au club? On voyait un sportif dans un endroit qui avait une tête originale, qui avait de l'énergie, de la communication, etc. Et on disait, mais viens avec nous. Donc le recrutement était basé sur la cooptation et sur l'originalité. Et question originalité. Jean-Robert, professeur de danse et chef de camp. Jean-Robert Reznik en connaît un rayon. Dans le village de Cargès, en Corse, il a eu son heure de gloire en tant que géo, puis comme professeur de danse. Avec le temps, les responsables du club s'appuient de plus en plus sur ces fortes personnalités. Les géos sont mis à contribution dans d'incroyables spectacles qui feront la renommée des villages. À la tête de ces animations un peu folles, Arlette Gilles, la Madame Spectacle du club. Pendant 20 ans, elle a imaginé des dizaines de shows pour satisfaire les milliers de GM. Dans son armoire, les souvenirs vidéo d'une époque où tout était permis. Et comme au club, il fallait savoir tout faire, Arlette, la chorégraphe, était aussi danseuse. Ici. C'était la joie. Ah, j'ai envie de redanser. C'était quelque chose d'attendu par les GM le soir. C'était la façon de se retrouver. Les gens savaient qu'il y avait un spectacle tous les soirs au Club Med, dans tous les villages du club. C'est que des amateurs, hein. Le chef des sports, le cuisinier, les hôtesses, voilà. Un soir, parmi ces amateurs, un jeune géo va attirer l'attention d'Arlette. C'est ce jour-là qui me tape sur l'épaule en me disant, à la générale, à la répétition générale, est-ce que vous pouvez, me disiez-vous en plus, est-ce que vous pouvez m'auditionner, Arlette? Je l'ai auditionné à la répétition générale, et là on était tous sur le cul. Isabelle, qui est parmi nous, avec Christophe, son compagne. Alors Christophe, parlez-nous de votre rencontre amoureuse avec Isabelle. Le géo qui a demandé à être auditionné va célébrer le mariage de 2 de ses collègues et se lance ce soir-là dans une imitation de Frédéric Mitterrand. Cette idée l'amoureux, mais j'aimerais en savoir plus sur votre carrière cinématographique, Christophe, puisque je crois que vous tournez le film Coco le concasseur de cacao. De quoi s'agit-il? Ce jeune homme, pas évident à reconnaître sur cette vidéo, est la principale trouvaille d'Arlette Gilles, pas peu fière. C'est les premiers pas sur scène de Nicolas Canteloup. Il a des cheveux et il fait ses premières imitations devant un public. 20 ans plus tard, le jeune imitateur a perdu ses cheveux, mais a gagné ses galons de star du one-man show. Une trajectoire totalement imprévue pour celui qui était entré au club au départ comme simple moniteur d'équitation. Isabelle complètement nue. À cette époque-là, je ne soupçonne pas un instant la chance qui va m'arriver par la suite. Je ne m'attendais pas du tout à faire entre vous et moi une carrière. Donc, d'ailleurs, quand on voit ça, on se dit oui, il va pas faire carrière. Grâce au club, l'artiste en devenir va pouvoir se confronter à un public, tester ses sketchs avec des moyens bien supérieurs à ceux d'un amateur. On a une scène, on a un costumier, on a des éclairagistes, on a un ingénieur du son. Tous les artifices sont en place pour aider le jeune artiste à monter sur scène et le mettre en confiance. Et je finissais, je me démaquillais et hop, il y avait les gens qui me disaient « Waouh, ouais, Nicolas, c'est sympa, c'est super, etc. » Le lendemain, j'étais pour le moniteur d'équitation. Ils étaient en cours « Waouh, on t'a découvert différemment, c'est simple. » Toute la journée du lendemain, dans le village, on me croisait en tapant sur l'épaule. Ouais, tu nous as fait marrer, c'était sympa. Vous existez, c'est super. Comme Nicolas Canteloup, d'autres géos deviendront célèbres. Cadmerade, Lagaffe,
Anne Roumanoff ou encore Patrick Bruel. Le Club Med, une pépinière d'artistes tellement reconnus que les producteurs viennent même y faire leur marché. Dans le village d'Agadir ce soir-là, la star du petit écran Jacques Martin et l'empereur des nuits tropéziennes, Eddie Barclay. J'étais directeur du conservatoire. J'enverrai tous les comédiens en stage dans un club méditerranéen pour apprendre le public par cœur. Des vedettes qui font carrière grâce au club, il y en aura au final des dizaines. Une poignée d'entre eux va même créer une légende qui colle aujourd'hui encore à la peau de la marque au trident. Décide bien tes jambes, mets ton corps en avant, souffle sur tes chevilles et tes genoux. Tends tes bras, garde tes skis parallèles. Laisse-toi tirer en avant. Non. L'heure de gloire est sur le point de sonner. En 1978, le cinéma frappe à la porte du club. Et il frappe très fort. Des gentils membres gentiment bof. Des géos obsédés et fanfarons. Une peinture très ironique de la vie en village pour un petit film à la base, sans prétention. Popeye, le géo emblématique des bronzés, se souvient de la surprise de la bande du Splendide en découvrant que leur film à tout petit budget fait un énorme carton. C'est un tout petit film, c'est un tournage de 6 semaines, ce qui est quand même pas beaucoup, avec des acteurs pas très payés. On a trouvé un ancien Club Med dans lequel on a tourné, qui était le village d'Aswindé. On logeait à l'endroit où on tournait. Enfin, c'était un tout petit film, c'est normal avec des acteurs pas connus. Voilà. Avec ce tout petit film, on a la surprise et le bonheur de découvrir que ça fait le premier jour que c'est un succès. Voilà. On ne connaissait rien au cinéma et tout d'un coup, notre film, le premier jour, attire plein de gens. À la base du projet, une jeune troupe d'humoristes qui se produit régulièrement dans les villages du club lors de la saison estivale. Ces apprentis comédiens connaissent donc sur le bout des doigts chacune des coutumes de la tribu. Rendez-vous ce soir à l'amphithéâtre pour la super présentation géo. Les géos de Kadaswinda, suivis de la soirée Contact. Contrairement à la bande du Splendide, Patrice Lecomte, le jeune réalisateur du film, est lui, loin d'être un initié. Quand j'ai fait ce film, je n'avais jamais mis les pieds au Club Méditerranée. Et je ne l'ai jamais dit. Parce que je me disais, si jamais je leur dis à eux, Splendide, je connais pas le club, je vais me faire virer, quoi. Ils vont prendre quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaît la musique. Donc je l'ai jamais dit. Donc quand on parlait des spectacles club, du chef des sports, le beau l'animation, machin, etc., je disais, ah oui, super, formidable. Je faisais le mec qui s'y connaît. Jean-Claude, c'est plus gradé. Côté Club Med, certains ne vont pas du tout apprécier la tonalité du film. Tu fais gaffe au coup de flottant quand même. Dans la famille Trigano, la sortie du film est vécue comme un affront. Le film Les Bronzés, je vais le voir au cinéma avec mon père et ma mère. Un cauchemar. Honnêtement, le cauchemar total. On sort de la salle mal, mais mal de chez mal. Papa n'a qu'une crainte, c'est qu'on le reconnaisse. Maman est pas plus fraîche et moi je suis aux États. Ah non, je n'ai pas du tout aimé, je n'ai pas ri du tout. Pendant longtemps, les gens en parlaient en disant, bah alors oui, le club, oui, on connaît le club parce qu'on a vu les Bronzés. Je disais, mais enfin, on connaît pas le club parce qu'on a vu les Bronzés. C'est pas ça le club, voilà. Donc j'avais tout un discours qui sortait assez automatiquement où je défendais le club, les valeurs, les machins. Oui, ça me... Vous voyez, l'impression revient d'ailleurs assez vite. Oui, on ne pouvait pas considérer que le Club Med, c'était le film des Bronzés. Sûrement pas. Pratiquement tout ce qui est dans le film a été observé. Hein. De l'invention, bien sûr, il y en a plein, parce qu'il y a les dialogues, il y a des situations qui ne sont pas forcément celles qu'on a vues, mais c'est bourré de trucs observés. Voilà. Si c'est pas mot à mot, c'est dans l'esprit. Il y avait les vrais personnages qu'il y a dans tous les villages. Le flambeur, le tombeur, le pauvre type, la chèvre. Il y a beaucoup de vrais dans tout ce qui est dans les Bronzés. Est-ce que tu sais que c'est moi qui ai inventé l'histoire de la photo avec des seaux d'eau qui tombent du toit? C'est moi qui ai inventé ça. Je mettais tous les gens devant le bar et je mettais des seaux d'eau là-haut avec mes géos, 3-4 géos en silence. Serrez-vous dans le cadre là parce que vous cachez les uns les autres là. Allez-y, allez-y. Assieds-toi, toi. On garde le sourire là-bas. On va y aller là. Et 1, 2, 3, ouais! 1, 2, 3, ouais! Et on est content, ouais! Au troisième coup, t'avais tous les seaux d'eau qui descendaient. Bon, ça a été fait dans les Bronzés, entre autres, hein, voilà. 1, 2, 3.
Au-delà de l'humour un brin franchouillard et bronzé, ce qui va choquer le plus la famille Trigano, ce sont les références appuyées et quasi permanentes au sexe. Tu devrais changer de slip. Ça va pas, il est impeccable ce matin. Non. Ah non, c'est pas ça, c'est la forme, tu vois, ça casse un peu le personnage. Eh ben t'inquiète pas ma chérie, ça casse pas ce qu'il y a dedans. Très branché fesses quand même, hein, honnêtement. Et moi je trouvais que le club c'était pas, ça pouvait pas se réduire à ça. Ah non non non, je n'ai pas du tout aimé, pas du tout. Ça fait partie de l'incompréhension du truc. Je comprends que vis-à-vis de ses clients, que certains de ses clients, ils se soient dit mais c'est pas possible de donner que cette image-là. Mais cette image-là, c'est celle-là qui est marrante. Si vous racontez des vacances idéales dans un endroit idéal, ce que ça peut être également. Alors ça fait pas une comédie, hein. Donc je dis pas que ce qu'on a montré c'est tout le club et que le club, mais en tout cas c'est le club aussi. Mais si le film embarrasse tant les Trigano, c'est qu'au moment de la sortie des Bronzés, la direction vient tout juste de lancer une nouvelle campagne de communication. Une campagne visant justement à casser tous les clichés autour du Club Med. Des photos superbes avec des verbes à l'infinitif, rêver, traîner, admirer, enfin des mots qui nous portaient à la contemplation et qui rassuraient le public inquiet. Non, le club n'est pas un gigantesque lupanar. Non, le club, c'est un vrai club de vacances avec une mer bleue et des choses comme ça. Venez. Et nous, en faisant le film, pile à ce moment-là, on ajoutait un verbe à l'infinitif qui était le verbe baiser. Et Trigano, il disait, moi, j'essaie de virer cette image néfaste du club et le film ramène ça à la surface. Après, on s'est posé 1000 fois la question si ça a fait du bien, si ça a fait du mal au club. Je crois que personne n'est capable de le dire. Certains ont continué à dire, bah, vous voyez, c'est bien ce que je vous avais dit, donc j'y mettrai jamais les pieds. D'autres se sont dit, si c'est ça, faut quand même aller voir. Voilà. Et puis ça a eu le succès qu'on connaît. Malgré les réserves des Trigano, le succès du film fait connaître le club à tous les Français. Mais dans les couloirs de la direction, on commence déjà à viser une clientèle bien plus internationale. Désormais aux commandes d'un poids lourd du tourisme en France et autour de la Méditerranée, Gilbert Trigano a compris que l'avenir du club se joue maintenant au-delà de ses frontières. Le patron décide alors de multiplier les villages partout dans le monde, le plus vite possible, dans les plus beaux endroits et avec une méthode bien à lui. Il y avait une équipe au club d'hommes et de femmes qui tournaient à travers le monde pour faire des présélections. Et après, Gilbert ou nous, enfin, c'était vraiment son rôle à lui, venait, remontait son pantalon, allait goûter le sable, l'eau et disait voilà, on s'installe ici alors que le promoteur voulait qu'il se place à 1 kilomètre ou 2. Il se battait pour avoir le site de Punta Cana, de Turks and Caicos, voilà, sur des sites qui sont devenus des sites magiques d'une valeur tout à fait incroyable. Avant tous les autres, Gilbert Trigano fait entrer le club dans l'ère de la mondialisation. Il prend des positions fortes en Amérique, implante des villages au Brésil, mais surtout, et c'est une première, il s'attaque au marché asiatique. Un secteur confié à Jean-Robert Reznik. L'ancien professeur de danse a fait du chemin. Il est désormais numéro 2 du club. On a eu des géos malais, des géos japonais, des géos chinois, des géos indonésiens, etc. Et puis Bali, et puis tout. Et il a fallu attirer les compagnies aériennes pour qu'elles volent vers ces destinations. Parce que les vols vers Phuket, ça n'existait pas. Les vols vers Kuantan en Malaisie, ça n'existait pas. Je vais vous présenter l'équipe Géo, la merveilleuse équipe Géo de Malaisie 1980. Welcome to L'Asie, première année, 0, on ne perd pas d'argent. Deuxième année, on gagne 500 000 $. Troisième année, on gagne 3 millions de $. Quatrième année, on gagne 6 millions de $. Et puis 8, puis 12, puis 1, et puis en 88, on gagnait 30 millions de $ net d'impôts. 120 villages, 20 000 employés, 1 300 000 clients. À la fin des années 80, le club est devenu une multinationale, numéro 1 mondial du tourisme. Désormais coté à la bourse de New York,
le Club Med est à son apogée. Le petit Loir de Tente des années 50 vient de hisser son entreprise au sommet du CAC 40. Le club avait une notoriété mais extraordinaire dans le monde entier. Gilbert Trigano était reçu à peu près partout où le club pouvait avoir un intérêt comme un chef d'État. Je crois qu'il avait une intelligence pour moi supérieure, c'est sûr. Une curiosité incroyable. Une mémoire et une faculté d'apprendre exceptionnelle. Un maître de la négociation. Je dis bien un maître. On le pousse par la fenêtre, il rentre par la porte, on le pousse par la porte, il rentre par la fenêtre, il peut coucher en travers de la porte d'un préfet ou d'un ministre pour obtenir ce qu'il veut, il peut être agressif, il peut faire du charme, c'est la négociation à l'état pur. Un maître. C'était quelqu'un qui savait vous séduire, c'était un séducteur. Quand vous avez 10, 15, 20 000 employés, vous ne pouvez pas être proche de tout le monde. En revanche, il savait qui faisait quoi, il avait les noms en tête, il les apprenait. S'il y avait des problèmes de famille, il s'y intéressait. Comment va ta femme, comment va ton fils, machin, etc. Il embrassait tout le monde, tous ceux qui passaient dans les couloirs, il les embrassait et chacun avait le sentiment que Gilbert se souvenait parfaitement de lui. Un jour, d'ailleurs, il s'est précipité sur un type qui l'a embrassé, puis le type le repoussait. Et Gilbert revient voir sa secrétaire en lui disant « Mais pourquoi celui-là? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi est-ce qu'il m'est si hostile ?» Elle regarde et puis elle dit « Mais Gilbert, c'est le réparateur d'ascenseur. » Dans la tête des gens, le club, c'est Gilbert. L'entreprise ne lui appartient pas, la famille Trigano n'est pas actionnaire majoritaire. Pourtant, le chef de tribu ressemble de plus en plus à un gourou, idolâtré par ses géos. Il nous motivait. Il y a eu des séminaires où ce monsieur Trigano parlait. On était portés. C'était notre père, notre raison d'être. On avait envie de le toucher. C'était une star. On avait envie de l'approcher dans les séminaires, de manger à sa table, de l'embrasser. Pour nous, c'était le club Trigano, c'est certain. Nous étions tous des triganistes. En tête des triganistes, les propres enfants de Gilbert. Au sein de l'entreprise, 2 de ses filles et son fils aîné, Serge, tous tombés dans la marmite du club dès leur plus jeune âge. Serge, tour à tour géo, chef de village, puis membre de la direction, suivra un parcours presque écrit à l'avance, dans les traces du père. C'est vrai qu'on dormait club, on mangeait club. Gilbert nous voyageait beaucoup, on le voyait peu, mais quand il rentrait, en dehors du fait qu'il rentrait avec ma mère avec plein de cadeaux qui ramenaient des pays où ils avaient voyagé, il nous racontait. Il nous a raconté la rencontre avec un chef d'État, avec un chef de tribu, avec des hommes et des femmes de tous les coins du monde. Et donc quand vers la fin de mes études, maigres études de sciences économiques, pas très brillantes, je passais mes étés, comme beaucoup d'hommes et de femmes, à être géo au club. Voilà. Et puis je tombe amoureux du métier de l'intérieur. La gestion familiale, une marque de fabrique devenue incontournable au club. Et peu à peu, c'est toute la hiérarchie qui est habilement convertie au triganisme. Gilbert, c'est une volonté de créer autour de lui un noyau à l'intérieur du club dans lequel on joue le jeu de la famille, avec une part d'authenticité et une part de construction. Et donc, nous sommes ses fils. Moi, j'ai beaucoup marché là-dedans. J'ai beaucoup marché, c'est-à-dire que ça m'amusait et ça me flattait, bien sûr. Au moment de la succession du patriarche, ce management où se mêlent lien du cœur et lien du sang va prendre toute sa mesure. D'un côté, Jean-Robert Reznik, principal artisan de l'expansion en Asie, il fait figure de favori. De l'autre, Serge Trigano, le fils prodigue. Lui aussi a fait ses preuves en développant la branche américaine du club. Alors, qui choisir? Au moment de trancher, Gilbert réunit les 2 hommes. La phrase exacte, je vais dire la phrase exacte parce qu'elle est d'anthologie. C'est bon. Alors, j'ai bien regardé ce que vous avez fait, bravo les gars, bravo. Mais quand même, il faisait toujours comme ça. Quand même, le meilleur, c'est Serge. Gilbert, qui a toujours travaillé à l'affect, là aussi
a compliqué la chose, parce que au lieu de dire les choses très clairement, à savoir qu'il voulait que son fils lui succède, car c'était son but, c'était son avis, même s'il voulait pas le reconnaître. Bon, il a laissé croire à certains que voilà, il pouvait faire l'affaire. Moi, j'ai toujours pensé que Gilbert plaçait le club au-dessus de tout, y compris de sa famille. Donc, quand il décide de proposer Serge comme président, c'est parce que je pense qu'au fond de lui, il estime que je suis plutôt bien placé pour le faire. Voilà. Maintenant, entre le père et le fils, c'est tellement compliqué que chacun peut réécrire son histoire. Gilbert avait cette habitude bonne, et pas toujours bonne, de mettre en compétition les gens pour un poste. Il aimait bien. Dire on en met 2 ou 3 sur le truc, ça va les stimuler. Je suis pas convaincu qu'il avait raison. Les gens, quand vous leur donnez la possibilité de croire qu'ils vont avoir un haut poste, ils se battent pour, et après la déception est forte. C'est ce qui s'est passé avec Jean-Robert Reznik ? Je pense. Mis à l'écart, Jean-Robert Reznik quittera l'entreprise après 30 ans de bons et loyaux services. Serge est adoubé. Reste désormais à savoir quand le fils prendra les rênes de l'Empire Trigano. Nous avons un concept unique au monde. Nous avons une avance considérable. Je crois que nous pouvons être conscients aujourd'hui que le club est indestructible. Rien ne résiste au club jusqu'à ce matin de 1992. Madame, Monsieur, bonsoir. Au Sénégal, un avion affrété par le Club Méditerranée s'est écrasé ce matin, peu avant l'atterrissage à Ziguinchor. Ce 9 février, 56 clients du club devaient rejoindre en avion le village de Cap Skirring. L'avion s'écrase suite à une erreur de pilotage. Bilan, 30 morts. Jamais, en 42 ans d'existence, le voyagiste n'avait connu une telle catastrophe. Au siège de l'entreprise, c'est la consternation. Dans l'urgence, les équipes mettent en place une cellule de crise. Monsieur, j'ai pris vos références, je vous appelle, je vous promets, dès que nous avons quelque chose. En fin de journée, on a la liste des gens qui sont blessés et des gens qui sont morts. Et on appelle les familles. Mais j'ai appelé des familles pour leur dire que leurs enfants qui étaient partis en vacances au club, ils ne reviendront pas. C'est honnêtement effroyable. Bon, c'est effroyable parce que c'est effroyable. C'est effroyable parce que voilà, des gens sont morts dans cet accident terrible parce qu'ils partaient en vacances. Et puis c'est effroyable pour Gilbert parce que Gilbert il vendait du rêve et des vacances et que tout d'un coup c'est la mort au bout du chemin. Et ça a été un coup terrible pour mon père. Visiblement secoué par le drame, le président Trigano est aux côtés des survivants depuis le début des opérations. Arrivé dès dimanche au Sénégal, il a tenu à superviser en personne l'organisation des secours. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aller vous-même sur place? Parce que quand il y a le bonheur, j'y vais, quand il y a le malheur, j'y vais. Il a fait une erreur. C'est qu'il s'est rendu sur place dès que l'accident a été connu. Et le fait d'avoir été sur place, les personnes qui ont porté plainte ont jugé que s'il était venu, c'est qu'il se sentait fautif. Et ça, je peux vous dire que c'était totalement faux. J'ai vécu cette période très près avec tout le monde, avec Gilbert, c'était faux. Le pilote américain mort dans l'accident était myope et presque sourd. Il a confondu les lumières d'un hôtel avec celles de la piste de Cap Skirring. Il avait 67 ans, soit 7 de plus que l'âge limite. Et il était poursuivi aux États-Unis pour une série d'infractions au règlement aérien. Tout accable le pilote. Mais pour les familles de victimes, le Club Med est également responsable. La justice s'en mêle. Gilbert Trigano est renvoyé en correctionnel. Le procès de Gilbert a été monté en épingle. On en a fait de l'affreux capitaliste qui, pour payer moins cher, était capable de tuer les gens. C'est une horreur. Moi, je me souviens du réquisitoire du procureur. J'étais dans la salle. J'étais figée par la violence de son réquisitoire. Que je trouvais... voilà, genre Gilbert, il aurait fait exprès et il aurait envoyé des gens à la mort. Au terme de la procédure, Gilbert Trigano sera condamné à 8 mois de prison avec sursis pour homicide involontaire. Le patron du club ne s'en remettra jamais. Un an plus tard, il passe le témoin à son fils, devant près de 1000 géos réunis pour l'occasion à Agadir.
Gilbert tire sa révérence après presque 40 ans de règne sans partage. La fin d'une époque, au son du Caruso de Pavarotti. Une fête magnifique, pleine d'émotions. Gilbert pleurait, tout le monde pleurait. Et puis voilà, quoi, on perdait le papa, quoi. Hein. Bon, on a retrouvé le fils. Mais là, ça a été un tournant difficile, voilà. Difficile, car cette succession est un cadeau empoisonné. En cette année 93, Serge Trigano vient d'hériter d'une entreprise au creux de la vague. L'accident d'avion a brouillé l'image du club. La guerre du Golfe ralentit le tourisme mondial. Et l'arrivée de la concurrence n'arrange rien. Les villages se vident, les pertes s'accumulent. Après 4 ans de mandat, Serge est remercié par les actionnaires. C'est la fin définitive de l'ère Trigano. À ce moment-là, il y a tout qui se mélange. La tristesse profonde de quitter une boîte. J'ai 50 ans à l'époque, j'ai pratiquement tout vécu, quoi. Je veux dire, depuis l'âge de 6-7 ans, j'ai dû partir en vacances, j'ai trouvé ma femme, on y a fait des fêtes avec tout le monde, voilà. Donc le jour où ça s'arrête, c'est un drame. Quand Serge est évincé du club, arrive ce qui était l'inquiétude de ma mère, c'est que 3 de ses enfants se retrouvent immédiatement au chômage. Et tac, on se retrouve immédiatement. Enfin bon. Et Gilbert, avec qui je vais déjeuner avec mon père. Je lui dis, oh, mais c'est pas possible. Il faut nous rappeler. Il me dit, de quoi tu me parles? Je m'en vais, Club Med, ils vont nous rappeler. Il me dit, je comprends rien, qu'est-ce que tu me dis, ma fille? Et là, j'ai senti que... Voilà, il m'a dit, c'est fini. C'est terminé. Voilà, si tu as envie de parler du passé, tu peux, mais moi, ça m'intéresse pas. Mais si tu veux me parler de ce que tu vas faire, aujourd'hui, demain, là, ça m'intéresse. Mais je vais même me passionner à ce que tu vas me dire. Mais le Club Med, c'est terminé. Nous ferons du club, ensemble, un leader mondial du loisir sous toutes ses formes. Pour remplacer la famille Trigano, les actionnaires ont décidé de faire appel à Philippe Bourguignon. Ancien PDG d'Euro Disney, l'homme a une mission très claire, renouer avec les bénéfices. Une arrivée qui ne fait pas la joie des historiques du club. Le club, pour nous, Bourguignon, c'était plus le club. Tu vois? Parce qu'il faisait pas partie du sérail, quoi. Hein. C'était un mec qui arrivait du show business et tout. Il a été très mal accueilli, Bourguignon, au club, hein, tous les anciens. Et puis en plus, Serge venait de se faire jeter et Bourguignon arrive, tu vois un petit peu. Quand on a nommé Bourguignon, je sais plus son prénom, bon, on a été de déception en déception. Il y a eu des plans sociaux, il y a eu des restrictions de cadrage. Pour l'animation, tout se faisait en kit à partir d'une équipe à Paris et dispatché dans les villages. C'était difficile, on a eu l'impression qu'il nous cassait notre jouet. Mal aimé par les anciens, critiqué en interne, Philippe Bourguignon a mal vécu ses années à la tête du club. Il avait toujours refusé de s'exprimer sur le sujet. Pour la première fois, 15 ans plus tard, l'homme a décidé de rompre le silence et de nous livrer sa vérité. Un point de vue étonnant, qui éclaire d'un jour très nouveau le fonctionnement en interne du Club Med. Le club est une culture clanique, c'est une tribu, c'est un clan, c'est ce qui en fait la force. Mais donc, le clan se défend et j'étais un greffon extérieur, donc si vous voulez, il s'est passé beaucoup de choses au début, qui étaient des choses pas tellement agréables, quoi. J'ai retrouvé ma voiture plusieurs fois avec les phares cassés ou des pneus crevés ou des menaces dans ma boîte aux lettres ici, des lettres anonymes, enfin des choses pas très agréables, quoi. Et ça venait des gens du club? Ah oui. Oui. Mais si Philippe Bourguignon a souhaité nous rencontrer, c'est d'abord pour nous livrer un scoop. Celui d'une découverte que l'ancien patron dit avoir faite quelques semaines à peine après son arrivée et qui à l'époque, selon lui, aurait pu tout simplement faire imploser le Club Med. Le coût des géos est extrêmement faible. Pourquoi? À peu près 10 000 géos étaient au noir, sur 20 000, la moitié. Ils n'existaient pas. Ils étaient payés en cash, sans charge sociale, sans plan de retraite, sans sécurité sociale. J'ai découvert ça 3 mois après mon arrivée au club. Quand vous découvrez que vous avez la moitié de vos employés payés au noir, si vous voulez, c'est une découverte. À en croire Philippe Bourguignon, la direction du club époque Trigano aurait donc mis en place un vaste système de travail dissimulé. Et toujours selon lui,
Le système était même très organisé. Ils étaient, je vous donne l'expression du club, entre le quai et le navire. C'est-à-dire que si vous étiez un géo français, vous quittiez la France pour aller, mettons, au Maroc, et vous quittiez le Maroc 6 mois moins un jour, comme ça vous n'avez jamais existé au Maroc, pour aller en Tunisie, 6 mois moins un jour pour aller au Mexique, 6 mois moins un jour, et donc vous n'existez plus nulle part. Nous avons eu quand même à régulariser les 10 000 géos du club. Nous l'avons fait sur 3 ans. Ça a coûté incroyablement cher. Et ça a été compliqué à faire. Discrètement. Discrètement, car si l'information avait été rendue publique à l'époque, la déflagration aurait pu être fatale. Au club, comme à son nouveau patron. Ça avait été connu, vous allez en tôle. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir mon avocat. Et je lui ai dit comment je fais. Parce que si je légalise tous les géos du jour au lendemain, le club fait faillite. Impossible de le faire. Encore faut-il qu'il signe en plus. On peut se retrouver avec 5000 procès. Donc on fout le club en l'air. Donc il faut le faire sur une période où on a fait un plan. Je peux même donner le nom du plan, il s'appelait le plan Corfou. De régularisation des géos sur 3 ans. Et j'ai fait une lettre qui est allée dans le coffre de mon avocat, qui expliquait pourquoi je l'avais fait sur 3 ans, au cas où on ait un problème pendant les 3 ans. L'affaire remonte à il y a plus de 15 ans, et Philippe Bourguignon n'a pas pu nous fournir de documents pour prouver ses affirmations. Serge Trigano, de son côté, dément formellement tout système de travail au noir. C'est la parole de quelqu'un qui a fait un passage dramatique à la tête d'une entreprise en détruisant de la valeur, en détruisant des emplois et ainsi de suite. Voilà, que le gars le vive mal et qu'il sorte un certain nombre de choses, c'est sa vie, c'est son choix. Moi, j'ai jamais porté de jugement sur lui, je ne veux pas commencer à le faire aujourd'hui. Voilà, il peut nous accuser de ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Vous m'affirmez que tous les géos étaient déclarés dans les règles à l'époque. Ils avaient partout des contrats. Je veux dire, encore une fois, soyons sérieux. Il y avait à l'époque plus de 120 villages. Il y avait à l'époque environ 25 000 personnes qui travaillaient au club. C'est totalement hallucinant, délirant. Cette boîte n'aurait pas pu fonctionner comme elle était dans le CAC 40, gérée avec des commissaires aux comptes, des inspecteurs du travail qui nous surveillaient partout, avec les milliers de travail au noir mentionnés par ce pauvre Philippe Bourguignon. Voilà, donc c'est complètement faux et c'est sans intérêt. Alors qui dit vrai? Sous couvert d'anonymat, d'anciens responsables du club époque Bourguignon nous ont bel et bien confirmé par téléphone l'existence de ce problème. Et un avocat nous affirme même avoir dû traiter à lui seul plusieurs dizaines de litiges pour travail non déclaré. Cependant, aucune de nos sources n'a pu confirmer les chiffres énormes avancés par Philippe Bourguignon. Une seule chose est sûre, pour lui, la reprise du Club Med n'aura pas été une sinécure. En 2001, les attentats du World Trade Center mettent un violent coup d'arrêt au tourisme de masse. Au Club Med, le chiffre d'affaires s'effondre. Fin de parcours pour celui que l'on adorait détester au sein de l'entreprise. Les actionnaires débarquent Bourguignon au profit de son homme de confiance et ex-directeur financier, un certain Henri Giscard d'Estaing. Lorsqu'il prend la direction du club en 2002, le fils de l'ancien président de la République semblait vouloir épouser toutes les valeurs du club, mais en apparence seulement. Car dès son arrivée, Giscard a fait basculer le club dans l'hôtellerie très haut de gamme. Fini les villages pour tous, place aux riches. Un repositionnement spectaculaire qui, 12 ans plus tard, brouille encore l'image de l'entreprise. Avril 2014, voici la dernière campagne de pub d'un Club Med coincé entre ses valeurs d'hier et celles d'aujourd'hui. L'utopie de toutes les classes sociales qui se retrouvent dans un endroit en vacances. Je ne sais pas si quelqu'un y croit encore aujourd'hui. Le club doit-il poursuivre sa course effrénée vers le luxe? Ils font bling bling, plus bling bling que ça, tu meurs, mais ça gagne pas d'argent. Doit-il au contraire revenir à l'esprit communautaire de l'après-guerre? C'est plus le club qu'on a aimé, le club qu'on a connu, le club qui a été créé par ses fondateurs. À mon avis, ça doit changer de nom. Ça ne doit pas s'appeler Club Med. Il faut changer de nom.
C'est marrant, c'est pas du tout le souvenir que j'en avais. Quelque part dans le 14e arrondissement de Paris, l'esprit des pionniers subsiste encore. Il y a même des vieux. Un jeudi par mois, il flotte au Café des Lauriers, comme un parfum de nostalgie. Et ça, c'est un bateau russe, Sébastopol. Tiens, c'était où ça, la cale? Oh, ça doit être Corfou. Pigeon, Mao, le Grec. Ici, on s'appelle par son surnom, comme au bon vieux temps des Géos. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est les pigeons qui payent le déjeuner, hein, vous savez ça? Le club, c'est leur vie. Et leur vie, c'est le club. Et la Collier-Bar, et oh, aujourd'hui, on paye avec le Collier-Bar ici, hein. Découvrez un boulot tout neuf, à tout faire, à tout inventer, à tout perfectionner. Que voulez-vous faire dans la vie? C'est fabuleux, ça. On partait avec notre slip de bain, une paire de tongs, et on faisait 3 mois, un t-shirt, une savonnette, une brosse à dents, et c'était tout. Nous étions en vacances avec les gens en vacances, donc on projetait sur eux notre joie de vivre, et vice-versa, il y avait un échange. Et maintenant, c'est beaucoup plus réglementé, beaucoup plus stéréotypé. Mais il est formidable d'exister déjà, c'est formidable d'exister, mais ça n'a plus rien à voir avec notre maison. Allez, d'accord, à toi. Le club a changé, mais n'attendez pas du gang des chemises hawaïennes qu'ils flinguent leur ancienne entreprise. Pour eux, seul compte le souvenir de cette incroyable aventure humaine. L'histoire d'une poignée d'hommes et de femmes qui auront passé toute leur vie en vacances. Et voilà pour ce document signé Julien Daguerre et Geoffroy Guval. Et on se retrouve donc avec vous, Philippe Glohagen. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde vous connaît, hein. Vous êtes le personnage qui porte le monde sur le dos avec une moustache à l'époque, donc le fondateur du Guide du Routard en 1973. Tout à l'heure, je vous présentais comme le monsieur anti-Club Med. Ça vous va? Pas vraiment, parce que le Guide du Routard n'a pas à juger les bonnes ou mauvaises vacances, ce qui correspond à une réalité qui est totalement différente. On peut aimer le Club Med pour le sport, pour le bien manger, pour la drague, et je n'ai pas à juger, et l'équipe du Guide du Routard n'a pas à juger. Ce qu'il faut, c'est que ces vacances correspondent à chacun. Mais ce qu'on a découvert dans le document quand même ce soir, c'est que au départ, c'est une utopie, c'est un rêve, le Club Med. Oui, alors d'abord, ce qui est assez intéressant dans les gènes du Club Med, c'est d'une part le côté orphelin de ces gens, de ces jeunes qui ont perdu leurs parents dans les camps de concentration. C'était des orphelins d'origine belge. Et le côté très à gauche. Ils étaient tous communistes et tout, donc il y avait un côté entraide, sympathique, communautaire. Trigano aussi venait des jeunesses communistes? Oui, je crois qu'il était politisé. Je parle de Gilbert, hein, du cofondateur. Je crois qu'ils étaient quand même très à gauche. Fils d'industriels, puisque c'est le fils des fabricants des tentes Trigano, mais c'était très à gauche. Alors, ils sont même venus vous voir un jour, les gens du Club Med, ils vous ont dit, si on faisait un guide du routard sur le Club Med, c'est un peu un collector, vous aviez classé les clubs comme vous classez les hôtels du monde entier? Oui, alors c'était intéressant, ils avaient fait une étude marketing, et puis ils s'étaient rendu compte que le guide du routard, c'était le grand opposant du Club Med, et à l'époque, Philippe Bourguignon et Giscard d'Estaing étaient venus me voir pour dire travaillons ensemble. Et l'idée est venue de créer une équipe au Guide du Routard qui, pendant 6 mois, a testé pratiquement tous les clubs Med du monde pour trouver le best-of. Et on en a sorti 8, et ces 8 clubs sélectionnés ont constitué l'architecture de ce Guide du Routard. C'est amusant que vous me le montriez, parce qu'il est introuvable maintenant. Et alors, qu'est-ce que vous disiez du rapport qualité-prix? Parce que c'est ce que vous soulignez souvent dans le Routard. Le rapport entre la qualité et le prix, c'est intéressant, le Club Med?
Alors, d'abord, c'était en 99, hein, donc il y a 16 ans, c'était avant la montée en gamme des Club Med, et il y avait, oui, quelques Club Med avec un rapport qualité-prix formidable. Je me souviens de Corfou, République dominicaine, où tout compte fait, il faut voir que tout est gratuit au Club Med, sauf l'alcool au bar. Donc, quand on fait l'addition, c'était quand même un produit formidable. Mais le Club Med est un produit sincère. Ouais. Sincère, pourquoi? Sincère parce que ça correspond à une réalité. Ce qui est marqué dans la brochure, on le retrouve sur place. Et ça, c'est pas toujours le cas. Voilà, le sport, la nourriture et la drague, on en a pour son argent, c'est à peu près... Je pense, ouais. Ce que vous nous dites. Alors aujourd'hui, bon, c'est beaucoup plus cher. Henri Giscard d'Estaing a quand même passé son temps à aller vers le luxe, vers le toujours plus cher. Il a eu raison ou pas? Alors, moi, je dirais qu'il y a toujours un danger de monter en gamme parce qu'on se coupe de la clientèle jeune. Et les jeunes, c'est l'avenir. Donc, nous, au Guide du Routard, on est très sensible à ça. On veut que les guides n'augmentent pas leur prix. Pourquoi? Parce qu'il y a un jour, quand c'est trop cher, les jeunes, la population jeune vous oublie et il n'y a plus l'habitude d'achat et ils vont ailleurs. Et je pense que ça, c'est le danger du Club Med actuellement. Et donc ces deux tribus, la vôtre, celle du Routard et celle du Club Med, finalement, au bout de toutes ces années, elles se mélangent, non? Il y a des gens qui partent l'été avec un guide du Routard et qui vont passer l'hiver au soleil avec le Club Med. Au bout du compte, ce sont les mêmes, non? Alors, ce sont les gens déjà qui ont un peu d'argent, qui peuvent voyager. Hein, d'une part, mais les gens zappent. Il y a des gens qui, un jour, au restaurant, vont prendre de la viande et le lendemain, ils vont prendre du poisson. Ce sont les mêmes. Voilà. Donc, il n'y a plus de vacances directives identiques. Il y a des gens qui vont prendre une agence de voyage pour faire un trek, une randonnée. Après, ils vont aller dans un relais château parce qu'ils sont amoureux ou ils veulent fêter un anniversaire. Et puis après, ils vont faire du camping, auberge de jeunesse. Et c'est ça qui est formidable, c'est que il n'y a pas de jugement de valeur. Chacun prend ses vacances tel qu'il le veut, au moment où il le veut. Ce qu'ils ont réussi quand même, c'est la mondialisation. Ce produit français, au départ, est devenu mondial et aujourd'hui, il se développe énormément en Chine. Absolument, c'est une marque totalement internationale. Ils ont commencé à se développer aux États-Unis, où là, on l'appelle Club Med, et c'était Serge Trigano qui était à l'origine de tout ça, le fils de Gilbert. Et puis l'Asie, d'abord, ils ont depuis longtemps des clubs magnifiques en Asie, en particulier à Bali pour la clientèle japonaise, et les Chinois, d'abord avec l'arrivée de l'actionnaire chinois. Et cette formule, tout inclus, elle a de l'avenir, elle va se développer dans le monde entier, la planète entière voyage sur cette nouvelle formule où on paye tout compris, le billet, le logement, le club? Alors, c'est une formule qui fonctionne quand même beaucoup aux États-Unis, le all-inclusive. Le seul inconvénient, c'est que c'est cher. C'est-à-dire que je vous dirais, le Club Med, c'est formidable, à condition d'utiliser tous les services qui vous sont gratuits. Si vous n'êtes pas sportif, si vous avez un régime alimentaire et vous n'aimez pas trop manger, si vous n'aimez pas trop la drague, passez votre chemin, le Club Med n'est pas pour vous. Voilà, et la tribu du Routard, elle a de l'avenir, sauf que ces derniers temps, il y a quand même des destinations qui se réduisent, non? C'est de plus en plus difficile d'aller au Maghreb, c'est de plus en plus difficile d'aller en Afrique. Bien entendu. Donc, mais ça concerne tout le voyage et tous les tours opérateurs en particulier, que ce soit le Maghreb et l'ensemble du Proche-Orient. Mais il y a des compensations. Au Guide du Routard, on a vu l'explosion du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie et de la Grèce, en défaveur, effectivement, des pays du Maghreb et Proche-Orient. Voilà, le voyage se porte bien, le Guide du Routard aussi, vous en vendez quand même 2,5 millions par an, et ça depuis 73. Merci beaucoup Philippe Glohagen de nous avoir fait découvrir donc cette autre tribu, celle du Club Med. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. François Ducrot, Thomas Auro, Joël Bruandé et Clément Castex à la rédaction en chef. Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à la réalisation. La semaine prochaine, la pollution, le gaspillage et ce que cela nous coûte. Tout de suite, musique sur France 2, c'est Alcaline.